Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Vous êtes désormais présidente de Désir de France, avenir de la planète. Oui. Avec nous aujourd'hui pour cette émission, à nos côtés Olivier Beaumont. Bonjour Olivier. Edwige Chevrillon. Bonjour Edwige. Pour Le Parisien aujourd'hui en France et BFM Business. Pourquoi je dis désormais? Parce que vous n'êtes plus depuis vendredi officiellement ambassadrice des pôles. C'était votre mission sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous avez été démise de vos fonctions au cœur d'une polémique sur votre droit de réserve et l'efficacité de votre action à ce poste pour la planète. Vous vous projetez aussi déjà vers 2022, vous nous en direz plus. On va y venir. Mais d'abord, une réaction, Ségolène Royal, sur l'actualité qui nous préoccupe aujourd'hui en France. 3 personnes infectées par le coronavirus, 2 personnes à Paris, 1 à Bordeaux. Les contrôles, selon vous, sont-ils suffisants ? La première observation que je ferai, c'est de souligner l'importance de la qualité d'un système de soins. Vous voyez la différence entre le système de soins chinois et le système de soins français. Et au moment où les hôpitaux français, les hôpitaux publics sont en grande détresse, j'étais encore il y a quelques jours dans un hôpital à Marseille où les équipes sont épuisées, eh bien ce risque sanitaire, qui est dû aussi à la mondialisation des déplacements. Donc de plus en plus, les risques sanitaires seront forts par rapport à cette mondialisation des déplacements, ce tourisme mondial. Eh bien, nous devons plus que jamais défendre notre système de soins. Mais à votre sens, le gouvernement prend les mesures nécessaires aujourd'hui pour contrôler ce virus? Oui, je le pense. Mais la chose la plus importante, c'est celle que je viens de dire. Parce que les malades en France, ils sont sûrs d'être soignés, d'être pris en charge. Vous ne cédez pas à la panique, en tout cas, vous, sur ce coronavirus? Je ne cède pas à la panique si le système de soins français est protégé. Et comme vous le savez, depuis des semaines, il y a des grèves dans les hôpitaux publics. Même s'il faut rendre hommage au personnel soignant, ils sont en grève, mais ils continuent à soigner parce qu'ils ont le sens du devoir. Et donc il faut leur rendre hommage. Mais il faut aussi que le gouvernement réponde maintenant rapidement aux demandes désespérées de moyens et de l'arrêt de la brutalité sur les fusions d'hôpitaux publics qui font aujourd'hui très gravement souffrir les personnels soignants. Olivier Beaumont va revenir sur votre mission d'ambassadrice des pôles, mission écourtée. Et oui, Ségolène Royal, depuis vendredi, vous n'êtes plus ambassadrice des pôles. On l'a appris par une décision du Conseil des ministres. Une première question peut-être technique, mais symboliquement elle est importante quand même. Comment vous l'avez appris? Est-ce que ça vous a été notifié par écrit? Quelqu'un vous a-t-il appelé? Écoutez, j'ai tout dit sur cet épisode. Depuis vendredi, c'est officiel. J'ai tout dit sur cet épisode. Donc, et compte tenu de la gravité des problèmes qui se posent en France, je pense qu'on peut faire l'économie de ce sujet. C'est pas un petit épisode quand même. Il vous a mis sur les devants de l'actualité politique et médiatique aussi. C'est aussi cet épisode qui fait qu'aujourd'hui vous projetez aussi pour l'actualité à venir des mois et même des années à venir pour 2022. Donc ça n'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. J'ai pas dit que c'était rien, mais j'ai dit que ça y est, l'épisode est derrière moi d'une certaine façon. Mais non, je regarde le présent et le futur, et j'y ai répondu par une vidéo que j'ai postée sur mon compte Twitter que tout le monde peut voir. Et voilà, les choses sont dites. On m'a sommé de choisir entre ma liberté de parole ou cette mission bénévole que je faisais dans le cadre de la prolongation de ma présidence de la COP21 sur les questions du réchauffement climatique dans les pôles, qui, comme vous le savez, est un sujet assez grave. Et j'ai choisi ma liberté de parole. Je suis une femme politique d'État de longue date. Et aujourd'hui, même vous me demandez de prendre la parole, je veux, compte tenu de la gravité de la destruction du modèle social français, des reculs sur l'environnement et de la très grave crise démocratique, on y reviendra. Vous auriez ma responsabilité et ma conscience me poussent à garder ma liberté de parole. À votre poste, vous auriez pu agir pour la planète. Vous avez décidé de ne pas faire ce choix. Mais j'agis pour la planète aussi. Je continue à agir pour la planète en faisant des propositions, en dénonçant les différents reculs. Et contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, si je puis me permettre, allez-y. Ce limogeage n'a pas été justifié par une quelconque mise en cause de la qualité de mon travail. Par la sortie du droit de réserve. Uniquement, et la lettre en fait foi, uniquement par le besoin de ce gouvernement, la demande de ce gouvernement de me faire taire. Je ne peux pas. Je ne peux pas me faire provoquer. Vous avez le sentiment de l'avoir provoqué, Ségolène Royal? Pardon? Vous avez le sentiment de l'avoir provoqué, Ségolène Royal, provoqué cette décision
en ne vous soumettant pas à ce droit de réserve? Non, pas du tout, mais je crois qu'on va passer rapidement à autre chose. Non, pas du tout, je n'ai pas du tout provoqué. Vous savez, je suis une femme libre, j'observe ce qui se passe, je suis une femme expérimentée. Le spectacle de la France me désole, comme elle désole tous les Français qui aiment la France et tous les citoyens du monde qui, en dehors de nos frontières, aiment la France. C'est que je me taise. Non, je suis au diapason des Français qui aujourd'hui considèrent à plus de 60% que cette réforme des retraites, on va y revenir largement. Juste encore une précision. Comme un effondrement du système social. À une dernière question, Ségolène Royal, parce qu'il y a une enquête en cours. Oui, mais juste encore une question. Est-ce que vous avez quand même été entendu par la justice, puisqu'on sait qu'il y a une enquête qui est menée par le parquet national financier, notamment sur l'utilisation de fonds publics. Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que on vous a demandé des précisions sur les fonctions de telle ou telle personne dans votre entourage? Non, je n'ai pas été entendue, mais là aussi, vous voyez l'amalgame que vous faites entre... Non, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Il n'y a pas d'amalgame. L'amalgame que vous faites en télescopant les deux questions, je décortique pour ceux qui nous écoutent, en évoquant cette enquête et en évoquant juste avant mon limogeage, les deux choses n'ont absolument rien à voir. L'enquête, elle a été ouverte par le parquet à la suite de délations de 2 journalistes. Ouais. Et comme le parquet s'autosaisit, vous le savez, c'est assez désagréable, mais c'est comme ça, à la limite, si ça fait la transparence sur l'utilisation des fonds publics. Mais vous voyez, ça porte aussi atteinte à mon honneur. Parce que les journalistes qui ont fait un travail d'enquête quand même. Les gens entendent, c'est ce qu'on verra. Vous voyez, si le travail d'enquête était fondé, on verra à ce moment-là, mais à ce stade, une enquête qui a commencé au mois de novembre à la suite de la délation de 2 journalistes, très bien, faisant la transparence. Si j'avais résisté à la moindre transparence... mais pour l'instant, donc vous n'avez pas été entendu. Écoutez-moi, une chose, c'est que s'il y avait, mais ne serait-ce que 1 euro de mal utilisé dans cette mission, dont les dépenses ne passaient pas par moi, mais directement par les services administratifs. Donc vous voyez que l'insinuation est quand même assez violente. Si 1 seul euro n'avait pas été correctement utilisé, croyez-moi, ça serait déjà dans la presse. Et je rappelle quand même que les enquêtes du parquet financier, suite à des délations, sont à la fois à charge et à décharge. C'est précisément aussi pour laver l'honneur de ceux qui sont injustement mis en cause et jetés en pâture. Et mon sentiment, puisque pour l'instant rien n'est sorti, c'est que l'enquête sera davantage à décharge qu'à charge. Mais le temps aura passé et le mal aura été fait. Eh bien moi, je ne me laisserai pas faire, parce que je défends aussi l'honneur de cette mission. Je ne suis pas seule dans cette mission, c'est un collectif, et dont le travail a été absolument remarquable, puisque quand je publie même les lettres de remerciement que nous recevons, et oui, mais en même temps, vous avez fait référence à Michel Rocard. Tout le monde peut en prendre connaissance sur ces 300 pages du bilan. Des 17 réunions internationales. Oui, mais vous-même, vous prêtez un peu le flanc lorsque vous avez appelé Michel Rocard, je dirais, en disant lui, il n'a pas été à des réunions. En fait, il y a eu un fact-checking qui a été fait par nos confrères de l'AFP qui montre qu'il a été à 5 réunions sur 18. Cette polémique n'a aucun sens. Oui, mais c'est vous qui l'a provoqué. Mais non, c'est pas moi qui l'ai provoqué. Ce sont des tweets qui ont été balancés comme ça, comparant les réunions avec Michel Rocard, etc. C'est tout. J'ai dit, la réalité, elle est là. En publiant les chiffres, je n'ai fait aucune polémique. Laissez Michel Rocard reposer en paix. Oui. Ça suffit. On est tous d'accord là-dessus. Ségolène Royal, depuis plusieurs semaines, et notamment depuis la semaine dernière, vous tapez très fort sur Emmanuel Macron. Il vous le rend bien, on peut le dire. On va écouter le président et puis je ne tape pas sur Emmanuel Macron. Vous allez... Je ne tape pas sur Emmanuel Macron. Je dis ce que j'ai à dire. Et aujourd'hui, c'est installé dans notre société, et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. Vous pensez... L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Je crois qu'il contribue lui-même à tendre inutilement les relations politiques et sociales dans le pays. Le seul responsable de toute la violence, c'est lui. Il vit dans un monde parallèle, cet homme. Je crois que ces mots sont excessifs. Il faut vraiment qu'il reprenne son sang-froid. Parce que dans une démocratie, on peut réformer sans brutaliser. On est dans un régime autoritaire. Cette réforme a été très mal engagée, de façon autoritaire, autocratique même, puisque les débats parlementaires n'ont même pas commencé. Donc il y a un vrai problème de crise démocratique.
Alors on a cherché tout simplement la définition de régime autoritaire. Je vous la cite. Se dit de tout régime politique où l'exécutif est investi d'une très grande autorité, d'un pouvoir absolu, dictatorial. Mais s'il s'agit d'un régime autoritaire, ça veut dire que les institutions permettent cet autoritarisme, cette autocratie dont vous parlez. Autocratique, vous l'avez dit, c'est despotique, tyrannique, qui exerce le pouvoir avec une autorité sans limite. Est-ce que c'est le cas d'Emmanuel Macron, Ségolène Royal ? D'abord sur le vocabulaire qui est en effet très, très important. Vous avez dit tout à l'heure, je tape. Non, ça, ce sont du vocabulaire de certains hommes politiques. Moi, je suis une femme politique, je n'utilise jamais ce mot. Vous utilisez des mots plus forts, autoritarisme. Non, mais ça, c'est des mots de fond. Je débat, je dis ce que j'ai à dire, je relais la parole de ceux qui n'en ont pas. Je vois la souffrance de plus en plus de catégories de citoyens dans notre pays. Je vois les violences, je vois les mutilations au cours des manifestations. Et vous, je vois ce que dit. Je vois les mots ont un sens, Ségolène Royal. Je vois ce que dit la presse internationale sur ce qui se passe en France. Aujourd'hui, la société française est gravement brutalisée par le pouvoir en place. Les Français le disent. Encore ce matin, il y a des enquêtes d'opinion sur la montée du nombre de révoltés. 7 Français sur 10 disent que l'on n'est pas loin d'une révolte sociale généralisée. Il faudrait se taire. Alors, je sais bien que le pouvoir en place a eu l'impression que les oppositions avaient disparu. Il a pensé que le résultat de l'élection présidentielle contre Marine Le Pen manifester une sorte de rassemblement de tout le monde et que maintenant il pouvait diriger le pays à quelques-uns. Mais non. Mais Ségolène Royal, ça veut dire que le gouvernement auquel vous avez participé il y a encore quelques semaines à peine est un régime autoritaire. Vous n'étiez pas au gouvernement, mais vous aviez une mission haute fonctionnaire, une mission diplomatique. Vous étiez ambassadrice des pôles. Oui. Donc ça veut dire que vous avez participé à cette politique autoritaire, vous ? J'ai participé à l'action climatique de ce gouvernement. Vous l'avez soutenu. Mais le gouvernement a évolué, tout le monde le constate. Il y a eu un dérapage vers l'ultralibéralisme et il y a eu une brutalité dans le fonctionnement de ce gouvernement. Vous ne trouvez pas que les images que vous diffusez toute la journée depuis 2 ans et demi révèlent quand même de graves fractures dans le pays ? Vous trouvez que c'est une belle image de la France ? Vous trouvez qu'on ne souffre pas en regardant ça ? Moi qui ai consacré toute ma vie au bien public et à la politique, je souffre comme les Français quand je vois ce qu'est devenu de la France par rapport à cette brutalité. Et comme je crois profondément à la politique, c'est-à-dire à la façon dont on impose aux forces de l'argent, aux forces libérales, aux égoïsmes, à la dégradation de la nature, qu'on impose des règles dans l'intérêt général, parce que ce seront des règles bien comprises, élaborées en démocratie participative, que les gens vont comprendre, auxquelles ils vont adhérer. C'est parce que je crois à tout cela et que je le défends depuis longtemps, et pas seulement dans la campagne présidentielle de 2007, mais depuis longtemps, y compris dans l'exercice de mes mandats locaux, que je comprends la souffrance des Français, de ceux qui souffrent directement dans la réduction de leur pouvoir d'achat et de leur reste à vivre. C'est ça l'angoisse. Est-ce que vous êtes devenue populiste, Ségolène Royal, aujourd'hui ? Je suis près du peuple et je l'ai toujours été. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, populiste. J'ai jamais utilisé ce vocabulaire non plus, parce qu'il y a dans le mot populisme une sorte de mépris pour le peuple. Non ? Moi, j'entends les souffrances des gens et je sais... Ségolène Royal, politiquement, excusez-moi, c'est important. Le message que je voudrais faire passer... Vous êtes plus proche aujourd'hui d'un Jean-Luc Mélenchon ou d'un ministre socialiste, par exemple, qui aurait rejoint le gouvernement d'Emmanuel Macron ? Et je suis proche des idées que je défends. On n'est pas... Vous voyez, c'est pas des choses qui sont personnalisées. C'est par rapport à des convictions. Par rapport à et dans la critique. Et en plus, il y a une continuité dans ce que je dis. Donc, c'est pas surprenant. C'est pas moi qui deviens, comment dirais-je, sévère à l'égard du pouvoir. C'est le pouvoir qui dérape gravement par rapport aux intérêts du pays. Oui, moi, ma conviction profonde, je vais vous dire, c'est qu'on peut réformer tranquillement. Oui, mais c'est difficile. On peut réformer avec sagesse. D'accord, mais vous parlez d'autoritarisme. C'est qu'on peut réformer sans abîmer les gens. Vous parlez de brutalité aussi, mais pourtant, il y a quand même eu un grand débat il y a 1 an de cela. Il y a la Convention citoyenne pour l'écologie qui se tient actuellement. Tout ça, c'est de la démocratie participative que vous appelez vous-même de vos voeux. Et puis, Édouard Philippe, là, dans les négociations pour la réforme des retraites, il a discuté avec les partenaires sociaux. Il a même trouvé un accord avec la CFDT, aussi avec CFE, CGC. Donc, ça, c'est quand même aussi des preuves de main tendue, d'ouverture, de dialogue
dialogue. Il y a eu quelques tentatives, c'est vrai. C'est plus que quelques tentatives quand même. C'est un one-man show, les grands débats. Regardez ce qui se passe. Mais vous croyez que les gens seraient dans la rue? Sinon, si les choses avaient été construites avec eux... C'est de la cosmétique. Est-ce que les gens seraient dans la rue si les choses avaient été construites avec... On a eu déjà les grèves pour la SNCF. Ensuite, il y a eu les gilets jaunes. Les gilets jaunes, honnêtement, ça pouvait être arrêté en 48 heures. Je l'avais dit. Avec vous, ça aurait été plus court, les gilets jaunes? Qu'est-ce que vous auriez 48, mais j'aurais retiré la taxe carbone. Je l'ai prouvé, j'avais retiré l'écotaxe. J'aurais retiré la taxe carbone, ça n'avait aucun sens. Vous allez frapper des gens qui ont des petites retraites, des basses retraites, en leur mettant une taxe au nom de l'écologie. Vous parlez des gens dans la rue, Ségolène Royal, mais on rappelle quand même que la manifestation, la mobilisation ça fait des dégâts considérables. Il y a moins de gens dans la rue, Ségolène Royal, et ça, vous ne le mentionnez pas. La contestation faiblit, c'est un fait. La contestation faiblit parce que les gens sont épuisés. On ne peut pas se priver pas seulement. La CFE-CGC fait une pause, la CFDT et l'UNSA on ne peut pas se priver de plus 40 jours de salaire. On ne peut pas faire cela. Et donc les grévistes sont épuisés. Mais moi, les grévistes sont épuisés. Et en plus, ils n'ont pas été entendus. Mais ce n'est pas parce que la contestation physiquement baisse que les problèmes sont réglés. La conférence de financement, vous y croyez pas non plus? Parfois, c'est beaucoup plus grave d'assister à un affaiblissement des contestations, mais où toutes les frustrations, les rancœurs, le fait que le pouvoir n'ait pas répondu à tout ce qui s'est exprimé, n'ait pas été entendu, c'est pire. Dans l'hôpital public que j'évoquais tout à l'heure, toutes les professions aujourd'hui sont touchées. Vous savez, les Français sont très choqués quand ils voient des médecins jeter leur blouse, des avocats jeter leur robe. Ils se disent que même les corps constitués aujourd'hui sont brutalisés. Oui. Et quand les corps constitués sont brutalisés, c'est toute une société qui s'affaiblit. Moi, je dis non. Ségolène Royal, le Conseil d'État a rendu un avis qui va dans votre sens, assez sévère, même très sévère, sur le projet de loi. Les réformes, en disant qu'il n'avait pas le temps de regarder le projet de loi, qu'il y avait des hypothèses encore qui n'étaient pas encore validées. Est-ce que vous vous dites, est-ce que si vous étiez parlementaire aujourd'hui, est-ce que vous voteriez une motion de censure contre ce projet de réforme? Sans doute. Mais je voudrais d'abord souligner que, vous voyez, ce qui prouve que ce qu'on m'a reproché, soi-disant, d'être trop sévère, mais c'est rejoint exactement ce que dit le Conseil d'État. Oui, donc si le gouvernement écoutait un petit peu son opposition, peut-être qu'il pourrait rectifier les choses. Mais le Conseil d'État dit ceci. Les projections sont oculaires. Attendez, une seconde. Une seconde. J'y réponds. Les projections sont oculaires. C'est insuffisant avant le dépôt du projet de loi. Le rapport, l'étude d'impact doit être refaite. Vous vous rendez compte, c'est la première fois que le Conseil d'État fait un rapport aussi critique à l'égard d'une étude d'impact, d'une réforme aussi colossale que celle-ci. Et donc, quand j'ai dénoncé il y a quelques semaines le manque de professionnalisme, on le voit très directement. En un mot, est-ce que vous votez la motion de censure proposée par Jean-Luc Mélenchon du RN, Rassemblement National, à la France? Mais qu'est-ce que c'est qu'une motion de censure? C'est une exigence démocratique d'un Parlement pour remettre à plat un certain nombre de données. Et l'avis même du Conseil d'État plaide en faveur de cette motion de censure. Et d'ailleurs, ça serait l'intérêt du groupe majoritaire La République En Marche de voter aussi la motion de censure. Pourquoi? Parce que peut-être que ça apporterait un peu de calme et en tout cas une mise à plat plus sérieuse, plus sage, plus honnête des enjeux de cette réforme. Merci Ségolène Royal. Restez avec nous une très courte pause avant de revenir sur votre chemin à vous vers la présidentielle, candidate en 2022. Vous nous répondez après la pub. Relation Macron-Royal. Nous sommes toujours avec vous, Ségolène Royal. On va revenir sur 2022. Vous l'avez dit, je suis prête. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais avant, il faut reparler de ce sujet des violences, les violences policières notamment, et les violences des manifestants, avec vous, Olivier Beaumont du Parisien, aujourd'hui en France. Il a été frappé ces derniers jours et ces dernières semaines même sur ces différentes vidéos qui ont circulé, qui ont été prises par des manifestants et puis aussi par des forces de l'ordre. Est-ce que vous considérez qu'il faut revoir aujourd'hui la doctrine en la matière, celle de la préfecture de police de Paris, celle du préfet l'allemand, qui préconise en fait d'aller au contact des manifestants plutôt que de rester à distance?
Je ne vais pas improviser là, des techniques de maintien de l'ordre au hasard d'une question, parce que les choses sont quand même beaucoup trop graves. C'est très contesté quand même. Hein, donc, Oui, c'est très contesté, ça c'est vrai. Anne Hidalgo, par exemple, Madame Royal, a demandé au préfet Lallement de revoir sa doctrine, la maire de Paris. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Sans doute, mais je veux dire par là, on ne peut pas réduire en quelques mots des problèmes aussi complexes. Ce qui est évident, c'est que les photos qui ont fait le tour du monde d'ailleurs, de manifestants frappés à terre, dont un a perdu la vie, de manifestants qui ont perdu un œil, de manifestants qui ont perdu une main, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire sociale de la France. Jamais. C'est la première fois que la liberté de manifester, on peut la payer de sa vie, on peut la payer de la cécité et on peut la payer en perdant un membre. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Et ce qui choque profondément l'opinion, même l'opinion qui est pour l'ordre. Moi, je suis quelqu'un je suis pour l'ordre, je déteste le désordre. Et la raison du désordre, c'est quand même, il faut redire les choses, c'est parce que ce gouvernement et ce président sont incapables de régler pacifiquement les problèmes. Et donc les soulèvements sociaux qui veulent tout simplement exprimer le refus de voir s'écrouler le système social français, parce qu'à la base, c'est cela qui est en cause, ou le refus de voir réduire le reste à vivre, de voir baisser le pouvoir d'achat, d'être confronté à la vie chère ou à l'augmentation des taxes et d'avoir toujours moins pour soi, pour ses enfants et d'avoir l'angoisse du lendemain, c'est ça qui fait sortir les gens dans la rue. C'est ce sentiment profond d'injustice à un moment où la bourse monte de 25% et on diminue le niveau des retraites et où les salaires réel diminue également à cause de la hausse des prix qui n'est pas maîtrisée. C'est ça qui révolte les Français. Et donc, il y a des manifestations, il y a des policiers qui sont épuisés parce que ça fait 2 ans et demi qu'il y a des manifestations. Donc le pouvoir est à la fois responsable de l'exaspération de certains policiers, ce qui ne justifie d'ailleurs aucun manquement au respect de la loi. Et d'autre part, ce qui choque les gens, c'est qu'il n'y a eu aucune sanction spectaculaire à l'égard d'un policier qui s'est laissé aller à des... je n'ai même pas envie d'utiliser le mot bavure, mais à des exactions aussi lourdes. Pourquoi ce serait important qu'il y ait une sanction sur les faits les plus graves? Parce que ça consolide et ça renforce les bons policiers. Ceux qui ont chevillé au corps l'idée de leur déontologie, à savoir que la protection de l'ordre public, c'est aussi la protection des manifestants. Et de la sûreté des manifestants. C'est beau quand même dans une démocratie. Est-ce que vous avez changé de discours sur l'ordre juste notamment? J'aimerais vous montrer ces images. En décembre 2018, vous vous en souvenez peut-être, cette vidéo d'une centaine de jeunes arrêtés. On les voit à l'écran à Mantes-la-Jolie. Elle avait fait polémique, on les voyait sur les genoux, mains sur la tête pendant plusieurs heures. À l'époque, vous aviez dit dans le grand rendez-vous, ça ne leur a pas fait de mal à ces jeunes, ça leur fera des souvenirs. Est-ce que vous avez changé? J'ai pas changé. Je comprends que cette phrase ait pu surprendre, mais à partir du moment où on voit dans la scène précédente des policiers, la vie des policiers gravement mise en cause par des feux allumés, notamment dans des bennes à ordures, on m'en souvient très bien, et où c'était autant pour protéger les jeunes que pour les punir, entre guillemets, que les policiers les ont mis dans cet endroit, les ont immobilisés, parce que peut-être qu'à l'heure où l'on parle, certains auraient perdu la vie dans les émeutes urbaines qui avaient lieu en dehors de ce lieu. Voilà, et donc j'ai fait la part juste des choses. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'autorité, mais il y a une autorité qui est bonne. La juste autorité, elle est bonne. L'autorité bienveillante, elle est bonne. Quand des parents ont une autorité bienveillante à l'égard de leurs enfants, c'est-à-dire les faire réussir en leur donnant des cadres, mais ça, c'est très bien. Quand des enseignants d'une autorité bienveillante, en donnant les règles à leurs élèves pour qu'ils puissent réussir et se dépasser dans le cadre de ces règles, c'est bien. Mais un régime qui n'écoute plus, qui n'est pas bienveillant, qui ne prend pas en considération la souffrance qu'il voit pourtant tous les jours sur ses écrans, on se demande comment est-ce qu'il ne peut pas réagir. Et ça, ce n'est pas de la juste autorité, c'est de l'autorité autocratique, je le maintiens. Vous le maintenez et vous l'assumez. Est-ce que c'est la future candidate à la présidentielle de 2022 qui s'exprime aujourd'hui? Ségolène Royal, vous avez créé une fondation, Désir de France, Avenir de la planète. Vous ne cessez de répéter que vous serez prête en 2022 pour vous présenter. Est-ce que vous serez candidate? Alors, c'est une association politique, en effet. Ce n'est pas une fondation, c'est une association politique, en effet, qui rassemble un certain nombre d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1000.
tout le monde peut venir s'inscrire, j'en profite, sur le site désirdefrance.fr. L'idée, c'est de, justement, par rapport au déficit démocratique, c'est de co-construire et de montrer que des solutions alternatives sont possibles. J'en ai d'ailleurs montré un certain nombre de choses, un certain nombre de pistes de solutions alternatives possibles qui peuvent permettre d'apaiser les Français qui se Donc demandent vous êtes prête à revivre la violence d'une campagne présidentielle vous avez raison, c'est des processus violents, c'est des processus, on est très exposé, c'est un engagement, c'est un choix de vie, on verra. J'ai dit que s'il fallait porter cette voix, cette voix féminine, cette voix écologiste, cette voix démocratique, cette voix qui défend coûte que coûte le modèle social français, parce que je pense que c'est un des fondements de l'Union nationale et de la République française, j'ai dit je serai prête. Le moment venu. Sur cette association, vous avez déposé les statuts? Ils vont être déposés dans les jours qui viennent. D'accord. Et par exemple, quand vous vous déplacez en ce moment, comme à Marseille vendredi dernier, pour soutenir la candidate Samia Ghali, qui paye vos déplacements? C'est moi. Vos deniers personnels? Oui. Ce n'est pas cette association? Non. D'accord. Est-ce que cette association a un financement particulier? Elle l'aura, bien sûr. Elle l'aura. Elle l'aura, puisque c'est une association politique. Elle répondra aux règles de fonctionnement avec justement la rigueur et les contrôles qui sont établis sur les associations politiques, avec une limite du nombre de donateurs, etc. Bien sûr, il y aura des cotisations, oui, pour nous permettre de fonctionner, bien sûr. Olivier Beaumont. Mais Ségolène Royal, pour qu'on comprenne bien, que nos téléspectateurs comprennent bien, on est obligé de revenir un petit peu quand même aussi sur votre relation avec Emmanuel Macron, parce que, je vous rappelle, nous sommes en mars 2019, en pleine campagne européenne, et Emmanuel Macron vient d'écrire une lettre en faveur de l'Union européenne, texte que vous jugez, je vous cite, rassembleur, bienvenu et imaginatif. Vous dites même que sa voix est la seule à reprendre le flambeau du leadership européen. Vous allez même jusqu'à le comparer à François Mitterrand. Qu'est-ce qui s'est passé en 11 mois, Madame Royal, avec Emmanuel Macron, pour qu'on assiste, pendant toutes ces périodes, à une situation de montagne russe, et j'ai envie de dire, où un coup vous le critiquez assez fortement, et parfois, un peu de caresse aussi, vous jugez que sa politique est plutôt bonne. La rupture, elle vient d'où? Mais c'est pas une rupture. C'est une authenticité. Quand même. La preuve, vous projetez même pour être potentiellement candidate face à lui, si lui-même est candidat à sa succession en 2022. Mais ce n'est pas une rupture. C'est une authenticité et une vérité de ma parole par rapport à ce qu'il fait. Quand il a porté le leadership... Donc c'est lui qui a changé, c'est pas vous? Attendez. Oui, c'est lui qui a changé, oui. Quand il a porté le leadership européen, il l'a fait dans un discours qui était irréprochable. Quand il a porté l'ambition écologique dans le discours européen, il l'a fait dans des termes qui reprenaient les termes de la conférence de Paris sur le climat. Je n'allais pas juste pour m'amuser critiquer ce qu'il faisait. Je note d'ailleurs au passage que quand j'ai soutenu l'objectif vert de la liste européenne, on ne m'a pas opposé mon obligation de réserve. Je ferme la parenthèse, alors que c'était une prise de position politique. Mais regardez ce qui s'est passé depuis. Mais je suis au diapason des Français. D'accord. Les Français n'ont pas... Les Français n'ont pas voté pour ce que l'on subit aujourd'hui. Oui, il y a eu un dérapage de deux façons. Il y a eu d'abord les discours qui n'ont pas correspondu aux actes, puisqu'il y a eu un discours écologique, mais tous les jours, on a des reculs en France sur la protection de l'environnement. On a des reculs sur les pesticides, on a des reculs sur l'autorisation de recherche d'hydrocarbures, on a des reculs sur le nucléaire, on a des reculs sur la transition énergétique, on a des reculs sur la fiscalité verte, on a des reculs sur le code de l'environnement qui était beaucoup plus protecteur. Et tous les jours, il y a une dérégulation de la protection de l'environnement. Donc, la politique, c'est ça, c'est de faire le constat sans phare et sans hésitation du contraste entre les discours et les actes. Il n'y a rien de pire que le contraste entre les discours et les actes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement vous n'êtes juste animé par un esprit de revanche, celui de ne pas avoir été nommé en 2017 au gouvernement ou de ne pas avoir été nommé non plus commissaire européen suite au scrutin de mai dernier aux européennes? Je pense que s'ils n'ont que ça comme interprétation, c'est bon signe. Parce que j'ai prouvé au cours de ma vie politique que la force de ma parole et la force de mon engagement, elle était cohérente. Et d'ailleurs, la création de Désir de France, Avenir de la planète, c'est cohérent. Pourquoi c'est cohérent? Parce que c'est sur ces trois piliers que je m'engage avec ceux qui m'entourent. La défense du système social français, qui est gravement menacé, tout le monde le constate. La réponse à l'urgence écologique, alors qu'il y a un recul, tout le monde le constate. Et la réponse à la crise démocratique, même le Conseil d'État le constate.
puisque une étude d'impact, revenons juste là-dessus, parce que c'est compliqué pour les téléspectateurs. C'est quoi une étude d'impact obligatoire? Au projet de loi de réforme des retraites. Oui, mais c'est quoi une étude d'impact? C'est le coût notamment de cette loi. Oui, voilà, pas seulement les coûts, c'est la description de toutes les conséquences, sur les gens et sur les financements, mais sur les gens que va entraîner une telle réforme. Et vous vous rendez compte qu'il y a plus de 40 jours de grève et que c'est resté caché. Pourquoi est-ce que l'étude d'impact n'est pas construite avec les forces sociales, avec les citoyens? Parce que c'est Pourquoi est-ce que ce n'est pas mis sur la table pour que tout le monde regarde et que tout le monde puisse dire là non, là on va pas. Parce qu'il doit encore y avoir des discussions, notamment via la conférence de financement et à l'Assemblée. Donc toutes les données ne sont pas connues. Et c'est peut-être une erreur dans la méthode. Non, ce que vous dites même prouve qu'il y a un très grave problème de méthode. Et donc, je pense que tout le monde en a convenu. Oui, mais ça, il y a un manque de sagesse, vous voyez, il y a un manque de professionnalisme, il y a un manque de tranquillité. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, faire des réformes comme ça, c'est 1000 pages l'étude d'impact. Faire des réformes comme ça qui touchent des millions, tout le monde finalement, parce qu'il y a ceux qui sont à la retraite, ceux qui le seront. Donc tous les Français sont concernés. Et des réformes comme ça, ultra globalisantes, c'est à contre-temps de l'histoire. Mais ça vous, par n'existe exemple, plus. en tant que femme politique responsable, vous êtes toujours attachée, puisqu'on parle de la réforme des retraites, à l'équilibre d'un nouveau système des retraites? Mais bien sûr, mais le système n'est pas déséquilibré. C'est ça la grosse arnaque sur les gens. Le Conseil d'orientation des retraites indique qu'il faut 7 à 12 milliards d'ici une dizaine d'années pour qu'il soit équilibré. Il faut 5 milliards si l'État maintient sa contribution. Mais 5 milliards, c'est même l'épaisseur du trait de l'erreur de calcul. Est-ce que ça suffit? Ce constat qui fait peur aux gens inutilement, puisque démographiquement, le système va se rééquilibrer, puisque vont arriver à l'âge de la retraite les générations d'après le baby-boom. Donc, ces générations seront moins nombreuses que celles qui sont parties à partir de 1972. Tous les démographes le montrent. Donc, le système, il est équilibré à distance. Est-ce que ça justifie, par exemple, que l'on supprime la pension de réversion pour les femmes divorcées? Mais c'est scandaleux. Une femme à la retraite sur 5 est divorcée. Et on découvre dans ce rapport du Conseil d'État, dans ces 1000 pages au détour, que la pension de réversion qu'Emmanuel Macron avait quand même promis dans ses fameuses réunions démocratiques de maintenir est supprimée pour les femmes divorcées. Mais c'est scandaleux, c'est la double peine. C'est la double peine, c'est-à-dire non seulement les femmes ont des salaires inférieurs, des durées de carrière de vie inférieures, et que la prise en compte de la totalité de la durée de carrière, au lieu de prendre les meilleures années, vont déjà durement pénaliser les femmes, c'est-à-dire baisser leur retraite, et en plus on leur supprime les pensions de réversion. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Sur 2022, Ségolène Royal, puisque vous-même vous y projetez, déjà, est-ce que vous échangez encore avec Emmanuel Macron où la rupture est consommée, même si vous réfutez ce terme? Mais on peut toujours dialoguer, c'est pas le problème. Vous avez dialogué récemment? Récemment, non. Mais je veux dire, on est en démocratie, on est dans un débat démocratique. Vous voyez, c'est pas des choses. On n'est pas dans un régime autoritaire. C'est pas des choses qui sont. Si on est dans un régime autoritaire, c'est pas des choses qui sont, mais mauvaisement autoritaires. C'est pas des choses qui sont impossibles. On est en République. Alors, en 2022, une autre femme s'est déjà déclarée candidate, elle, de manière sûre, c'est Marine Le Pen. Est-ce qu'elle vous fait peur? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle de 2022? Mais bien sûr qu'elle peut gagner l'élection présidentielle. Moi, je ne me suis jamais mise à la place des électeurs pour leur dire ça va pas arriver, ça va arriver, là, circuler, là, rien à voir, là, fermer les yeux, voter comme on vous le dit. Jamais. Jamais. Et par conséquent, et deuxièmement, elle ne me fait pas peur, au sens où l'argument de la peur ne fonctionnera plus. Et que les gens sont fatigués d'être instrumentalisés. Ils l'ont été une fois, 2 fois, encore la dernière fois. Et ils ont vraiment des réformes injustes qu'ils n'ont pas demandées et pour lesquelles ils n'ont pas voté. Le recul de l'âge de la retraite, ce n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Il y a eu des promesses sur l'écologie qui ne sont pas tenues. Bref. L'essentiel, c'est justement de construire cette troisième voie entre ce que l'on nous présente comme incontournable. Déjà, le président de la République, le gouvernement dit, mais de toute façon, Emmanuel Macron sera réélu, puisqu'on a Marine Le Pen en face, et de toute façon, on refera le vote barrage. Mais non, ça c'est fini. Comment? L'état de la société française ne permet absolument pas de dire que les Français vont venir comme des moutons voter uniquement pour faire barrage à Marine Le Pen. Ça n'existe plus. On change d'époque. On change d'époque. Et quand on est profondément démocrate, comme vous l'êtes, comme je le suis, comme le sont les Français, on a besoin de plusieurs choix.
Et c'est ce choix-là auquel je travaille avec ceux qui m'entourent pour que le moment venu, si c'est moi qui suis la mieux placée, je serai prête pour porter, Est-ce que vous pensez que ce Marine choix. Le Pen a des vraies chances de l'emporter? Oui, je viens de répondre. Oui. Mais Elle n'a ni chance ni malchance. Elle n'a ni chance ni malchance. Comment vous Ce sont interprétez le les fait électeurs qui qu'elle vont se déclare décider. si tôt, si vite? C'était ça l'idée. Comment vous déclarez le fait, comment vous expliquez le fait qu'elle se déclare si tôt? On a été un petit peu surpris même, c'était à l'occasion de ses vœux à la presse, à mi-mandat, 2 ans et demi avant l'échéance, qu'elle se déclare déjà candidate pour 2022. C'est quoi? C'est un aveu de faiblesse quelque part aussi? Parce qu'elle a peur peut-être de... Ça n'a surpris personne. Au contraire, j'avais plutôt l'impression de l'inverse, en disant que c'était... Elle disait quelque chose qu'elle avait déjà, qui apparaissait évident, qu'elle est la chef de son parti. Voilà, elle va porter les idées de son parti, ça ne me paraît pas surprenant. Avant de parler écologie, ça fait partie du débat Edwige démocratique. Chevrillon, est-ce que si vous y allez en 2022, vous y allez avec qui? Avec un Yannick Jadot écolo, justement, avec un Jean-Luc Mélenchon qui critique très durement, comme vous, le gouvernement actuel? Mais ce n'est pas une question de personne. Non, mais même de projet, de famille politique. Avec quelle famille politique? Mais on est vous y capable allez de monter un projet politique, justement. On est capable de monter un projet politique qui ne reprenne pas, qui ne se remette pas dans les pas des anciens partis politiques. Donc tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Je dirais pas ça, parce que tout le monde est franchement... Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot. Mais c'est pas de telle ou telle personne. Eux-mêmes ne sont pas propriétaires ni de leur mouvement, ni de leur parti, ni de leurs électeurs. Donc, Mais vous parlez ce que d'Yannick veulent les Jadot, par Français, exemple c'est d'y voir clair. Quel est l'horizon qu'on nous propose? Quelles sont aujourd'hui les priorités politiques et comment est-ce qu'on peut régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés? Moi, je considère qu'on peut régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire qu'il faut plus de justice entre, par exemple, la façon dont est traitée la fortune financière et la façon dont est traité le facteur travail. Pourquoi est-ce que toutes les cotisations, vous réactivez un peu la lutte des classes, on dirait, à vous écouter elle n'a jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui. Et le paradoxe, c'est que même à Davos, là où siègent les plus puissantes entreprises et les pays les plus puissants, ils ont critiqué le capitalisme. C'est quand même un peu fort. Ils ont dit le capitalisme, ça ne va pas du tout. Le capitalisme exacerbe les inégalités. Laissez-moi finir. Le capitalisme exacerbe les inégalités. On va faire quelque chose. Sauf que le problème, c'est que si les capitalistes eux-mêmes, c'est-à-dire si la finance mondialisée réunie à Davos, observe qu'à trop courir vers le profit, on creuse les inégalités, on déstructure les sociétés et qu'ils ne font rien, parce qu'ensuite ils retournent chez eux et ça continue comme avant. Mais si eux-mêmes font ce constat, alors, quand moi je le fais et qu'on me traite de tous les noms ou d'être excessive, je me dis que je ne le suis pas assez, d'une certaine façon. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter des solutions, c'est-à-dire comment est-ce que le capitalisme financier peut non seulement servir ses actionnaires, parce qu'on voit même des entreprises françaises, je pense aux sociétés d'autoroutes, aux propriétaires des aéroports, puisque maintenant ils vont être privatisés, et j'espère que non, distribuer des bénéfices exclusivement à leurs actionnaires, alors que, pour reprendre eux-mêmes les mots de... Attendez, c'est intéressant. Si vous voulez parler d'écologie, c'est intéressant pour reprendre. Mais regardez pas votre heure, regardez aussi ce que les Français... On vous écoute. Attendez, je finis cette phrase, parce que c'est quand même extravagant, vous voyez, que la finance mondialisée à Davos fait ce constat de la lutte des classes et rentre chez elle et ne fait rien. Parce que pourquoi? Parce que c'est la politique qui doit faire quelque chose pour que les profits ne soient pas distribués qu'aux actionnaires, mais aussi aux salariés, aux consommateurs, aux 3 pôles, aux salariés, aux consommateurs et à la société. Que pensez-vous d'une Greta Thunberg? Je finis juste ma phrase. Je crois qu'il nous reste très peu de temps, Madame Royal. Un mot sur Greta Thunberg qui était à Davos également. Est-ce qu'elle ne ringardise pas le combat écologique que vous menez, justement? La vraie question sur Greta Thunberg, c'est que je me demande si elle a bien fait d'aller à Davos. Pourquoi? Elle a été très écoutée. Elle a été très écoutée, c'est ça le problème. Mais comme elle le dit très justement, rien n'est pire. Comme elle a une phrase mais elle va très juste, dire, c'est ce qu'elle dit. Elle a une phrase très juste, c'est-à-dire... Ne casse pas tout, Florence. Rien n'est pire que ceux qui font des discours sur l'environnement et qui font le contraire. Il vaut mieux avoir des adversaires bien identifiés. Donald Trump, il est contre le réchauffement climatique. On sait que c'est un adversaire. Mais ceux qui font des discours sur le réchauffement climatique, qui pleurnichent sur le réchauffement climatique, c'est-à-dire toute cette finance mondialisée et qui n'a pris aucune décision,
qui écoutent Greta Thunberg, qui leur apportent une caution d'une certaine façon parce qu'ils écoutent Greta Thunberg et qui, une fois rentrés chez eux, font business as usual. C'est ça qui ne va pas. Et donc, ça réhabilite la politique, vous voyez, et ça réhabilite la nécessité d'offrir un autre modèle de société et un autre projet, ce à quoi je travaille avec ceux qui m'entourent. Eh bien, écoutez, on restera sur ces mots, la lutte des classes vue par Ségolène Royal aux côtés donc de Greta Thunberg, Davos également, et puis votre possible chemin vers une candidature à la présidentielle en 2022. Merci Ségolène Royal d'avoir été notre invitée. Pardon de vous avoir interrompu. BFM TV, je vous en prie. Merci Olivier Beaumont, merci beaucoup. Edwige Chevrillon, l'actualité continue sur BFM TV.